La psychologie de la mémoire, cours de psychologie de première année. Tout d'abord, il faut savoir comment un cerveau fonctionne pour connaître la fonction de mémoire. Une fois vous présentez une information au cerveau, cette information est captée par les différentes aires, notamment occipitale pour la vision, pariétale pour tout ce qui est sensitif, temporal, tout ce qui est auditif, etc. Et donc, par exemple, cette captation de l'information peut être altérée une fois vous avez par exemple une confusion mentale, le cas de l'hypoglycémie ou d'une intoxication. Après, cette information doit être analysée et intégrée, essentiellement au niveau du lobe frontal, et après, elle va être stockée, une trace va être stockée de cette information, c'est la fonction de mémorisation. Donc c'est la fonction qu'on va voir aujourd'hui, et cette fonction est touchée en cas de démence, par exemple d'Alzheimer. Et après, là, il y aura donc un rappel anatomique tout d'abord. Les structures indispensables dans la fonction de mémoire sont les lobes temporaux, l'hippocampe, de même que les structures qui leur sont reliées. Et donc, par exemple, là, il y a une structure essentielle à la consolidation de l'information, c'est ce qu'on appelle le circuit hippocampo-mamillo-thalamique, le circuit de Papez. Ce circuit, comme vous le voyez, il est formé par les corps mammillaires que vous voyez ici, par le thalamus et par l'hippocampe. Donc en fait, c'est comme une boucle qui va servir à ramener l'information de court terme et la consolider, après l'envoyer vers la structure d'emmagasinage final ou la mémorisation à long terme, qui se fait au niveau des différentes parties du néocortex. Donc c'est ça le circuit de Papez. Donc en fait, c'est comme une boucle où l'information circule entre moi à court terme, elle va être consolidée et va être stockée au niveau des différentes parties du cerveau. Donc la mémorisation implique donc une interaction entre les différentes parties du cerveau, principalement dans le cortex. Et cette opération va s'étendre sur plusieurs années, alors que se poursuit la réorganisation constante des traces mnésiques en présence d'un remodelage physique des circuits nerveux. Donc c'est pour ça que notre mémoire vraiment elle est très dynamique, et là il faut la stimuler, la réactiver à formation. Comme définition, la fonction de mémoire, c'est une fonction cérébrale de capter, de stocker et d'évoquer les informations. Le développement du geste, la connaissance organisée de l'espace, l'acquisition du langage repose sur les capacités du système nerveux de conserver une trace de ces états fonctionnels successifs. Et Pascal l'a défini comme en disant la mémoire est nécessaire à toutes les opérations de l'esprit. Et donc ceci montre que les capacités de la mémoire sont énormes, immenses, mais elles sont quand même limitées. Donc ce qui fait, il ne faut pas surcharger sa mémoire ou trop être exigeant de sa mémoire. Et donc ça pourrait être générateur d'échecs. Donc il faut toujours, pour par exemple la préparation des examens, il faut aller avec des vitesses régulières et ne pas trop forcer à la fin, comme ce que font certains étudiants. Et là, ils demandent trop à leur mémoire et après, c'est source d'échecs et de sur. Donc les différents types de mémoire, là, il y a la mémoire sensorielle. Par exemple, elle peut être visuelle ou auditive. Et donc, vous allez avoir l'information qui va entrer et au bout d'une seconde, elle va disparaître. Et de cette mémoire sensorielle, qui peut être visuelle, auditive ou autre, vous allez voir la mémoire primaire. Et donc, c'est la mémoire qui va prendre l'information pendant une centaine de secondes. Et c'est en fait la vraie mémoire de travail, c'est-à-dire qui sert à faire des tâches, à accomplir une petite mission, quelques fonctions qui stockent un nombre moyen d'informations afin d'assurer une fonction. Et c'est cette mémoire qui est le plus touchée dans la maladie d'Alzheimer. Et après, bien sûr, une fois on consolide, là notre mémoire passera en mémoire secondaire, c'est la mémoire à long terme qui va stocker pendant une longue période, parfois des années, parfois même des décennies. Donc la mémoire immédiate, c'est en fait une mémoire sensorielle, c'est la première étape du système de mémoire. Et donc la rétention de la mémoire se fait juste dans le cortex sensoriel, capacité très limitée et la durée moins de 1 seconde. Après, c'est la mémoire à court terme qui permet de retenir pendant un laps de temps assez court et peu d'éléments, entre 4 et 9 items, et ça ne dépasse pas les 90 secondes. Et c'est vraiment une mémoire essentielle à la vie de tous les jours, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. Et après, une fois on consolide, comme on l'a dit, là l'information va passer à long terme, et là c'est comme l'archivage définitif qui va permettre de s'en servir une deuxième fois. C'est par exemple pour l'étudiant qui mémorise un cours, pour le médecin qui mémorise une conduite à tenir ou un geste à faire. Et dans cette mémoire, il y a deux gros types. Il y a tout ce qui est non déclaratif, c'est-à-dire ce qu'on fait avec nos mains, avec nos gestes.
et c'est difficilement déclaratif ou verbalisable, ce qu'on appelle la mémoire implicite ou procédurale, c'est surtout des procédures. Et la mémoire déclarative ou explicite, c'est tout ce qu'on peut verbaliser ou citer. Par exemple, le nom d'un pays, d'une capitale, d'un chanteur, d'une artère, d'un nerf, etc. Donc, comme on a dit, cette mémoire sensorielle, elle a vraiment une très courte durée. Et là, bien sûr, elle dépend des stimuli. La mémoire à court terme, c'est la mémoire de travail. Et là, elle peut aller jusqu'à 90 secondes. Elle se joue essentiellement au niveau du cortex frontal inférieur, et préfrontal et les aires corticales motrices. Donc là, c'est juste le système modèle multistore, mémoire sensorielle. Donc tout d'abord, il faut faire attention pour capter l'information qui va passer en mémoire à court terme. Et cette mémoire à court terme, ça permet d'assurer une tâche ou d'accomplir une mission. Elle a un temps d'effet inférieur à 90 secondes. Et après, une fois on consolide cette information, l'information va être transférée ou pas en mémoire à long terme et qui est l'archivage final, de laquelle de nouveau on pourra récupérer vers la mémoire à court terme pour assurer par exemple une fonction, aller prendre quelque chose, la clasher, par exemple passer un coup de fil, normalement déjà on sait comment faire les touches, donc passer un coup de fil, là il y a l'information qui vient pour le nouveau numéro, et comment toucher les touches, c'est des choses déjà archivées dans la mémoire à long terme et qui reviennent en mémoire de travail pour accomplir. Donc là c'est les différents types de mémoire, la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme, et pour la mémoire à long terme, là il y a 4 types. Il y a tout d'abord la mémoire procédurale, c'est tout ce qui est geste, savoir-faire, par exemple comment faire une pelle, comment mettre sa chemise. La mémoire déclarative, le savoir, les dires, la parole. Et il y a 2 autres types, c'est la mémoire sémantique, c'est la richesse en termes, par exemple le nom des animaux, le nom des légumes, le nom des capitales des pays africains par exemple, compréhension d'une langue. Et la dernière, c'est la mémoire épisodique qui dépend des événements chaleureux ou moins chaleureux de notre vie, par exemple un événement très triste ou très, très heureux. Et ça, c'est des choses qu'on oublie en tout dernier lieu. Même chez les malades Alzheimer, c'est la mémoire qui reste la dernière à être affectée. Donc les tâches de la mémoire, donc, tout d'abord, c'est les apprentissages associés, quand on apprend à associer un mot spécifique à un autre. Donc bien sûr, c'est un apprentissage associé. Il y a aussi le rappel libre. Par exemple, vous étudiez une liste de mots que vous présentez à quelqu'un, et puis quelques temps après, vous demandez au patient de se rappeler ou d'écrire autant de mots dont vous lui avez présenté dans la liste. Et après, il y a la reconnaissance. Par exemple, là, il n'arrive pas à trouver. Donc, il se rappelle une liste de mots ou d'images après qu'ils sont invités à identifier les mots ou images déjà présentés parmi une liste plus exhaustive. Par exemple, vous lui parlez d'une chaise, il ne trouve pas. Et là, vous lui montrez la chaise parmi 4 autres éléments, et là, il doit être capable de la trouver. La mémoire, donc ça se joue essentiellement au niveau du lobe frontal. C'est la vraie mémoire de travail, véritable centre de réflexion situé donc en frontal. Et là, elle se joue sur différentes étapes. Tout d'abord, la pensée logique. Toujours, on raisonne, on réfléchit. Il faut planifier. Par exemple, vous avez différentes choses à faire. Vous allez planifier qu'est-ce que je fais d'abord, puis en deuxième, en troisième lieu. Et après, la prise de décision. Les informations les plus récentes restent à ce niveau. Elles sont comparées avec les connaissances existantes partout dans le cerveau. Et par exemple, si on regarde une scène via la mémoire à court terme, le débit des images et sons est comparé avec les connaissances à long terme pour une meilleure compréhension et de bons perçus. Donc il y a toujours un va-et-vient entre la mémoire à court terme et à long terme. Et par exemple, cette mémoire peut être affectée en cas de tension nerveuse, de manque de sommeil, de stress. Et là, il va y avoir un blocage, le transfert des informations, et la tâche pourra ne pas être réussie. Quant à la mémoire à long terme, elle est répandue sur une vaste étendue couvrant les lobes limbiques, donc grandes connaissances cognitives, culturelles, par exemple l'histoire, la géographie, la médecine. Donc toutes ces informations donc, sont stockées à ce niveau-là. Et donc ces informations seront mémorées par des aires spécialisées, par exemple le lobe temporal pour les sons, les mélodies, le lobe occipital pour les images et scènes simples, par exemple juste la figure, l'ombre, le contraste, tout ce qui est visuel, et tout ce qui est visuel complexe, c'est au niveau du lobe occipito-temporal. Par exemple une scène, une bicyclette, une image, un souk avec des gens qui courent, ou un jardin où il y a plein de choses visuelles, c'est au niveau occipital.
quelles sont les étapes au niveau de la mémoire rétrograde? Donc tout d'abord, pour qu'une information passe de la mémoire à court terme, qui va servir, comme on l'a dit, pour 90 secondes vers la mémoire à long terme, il doit y avoir tout d'abord un encodage ou un codage de cette information. Après, il va y avoir une consolidation par le circuit de Papez, le circuit hippocampo-mamilothalamique qu'on a vu pour fixer cette information dans les archives, dans la mémoire à long terme. Après, une fois on en a besoin, une récupération ou une... Donc l'encodage, c'est un processus de sélection et d'enregistrement de toute information captée par le cerveau, visuelle, tactile, auditive, etc., pour former une trace sous forme de représentation mentale. L'information pourra ou non être transférée ou stockée à long terme. Un individu peut entreprendre spontanément diverses opérations cognitives afin d'optimiser sa performance mnésique. Ces opérations incluent tout d'abord des stratégies d'organisation. Toujours quand on a beaucoup de matériel à mémoriser, s'il n'est pas bien organisé, bien schématisé, ça va être difficile de le mémoriser. Après, des stratégies de catégorisation. Par exemple, si vous avez différents éléments de différentes familles, si vous ne classez pas ça en famille, par exemple, c'est pas dans un cours d'anatomie, il y a les nerfs, il y a les artères, il y a les tendons, il y a les fonctions des nerfs, donc chaque chose dans sa catégorie. Ça aussi, ça doit être fait pour mieux mémoriser. Quatrième élément, c'est le processus d'imagerie mentale. Donc toujours on essaie un peu de schématiser, de représenter mentalement n'importe quelle information. Et là, il y a recours à des médiateurs verbaux ou encore des transformations portant sur la modalité de présentation de l'information encodée. Ça dépend de chacun. Et après, il y a le contexte environnemental. Est-ce que vous en un espace heureux dans un jardin avec votre famille en train de mémoriser, ou peut-être vous êtes renfermé chez vous et vous n'êtes pas donc à l'aise, etc. Ou bien il y a le contexte cognitif. Donc, par exemple, est-ce que vous avez bien dormi, vous avez une mémoire qui est stimulée de 20%? Est-ce que vous êtes attentif, vous avez pris peut-être un bon petit déjeuner? Là aussi, le fait d'être à jeun, par exemple, ça réduit le processus cognitif, ça c'est connu. Et aussi le contexte émotionnel, c'est-à-dire est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous êtes stimulé, vous êtes encouragé, ou bien vous êtes découragé et vous avez entendu une mauvaise nouvelle, et là votre processus de mémorisation et d'encodage va être... La consolidation, c'est un processus dynamique et graduel qui permet la réorganisation et la stabilité de l'information retenue. Par ce processus, la mémoire devient plus résistante à la dislocation. Et un déficit sur ce plan entraîne une amnésie globale. C'est-à-dire ça va éviter, ça va empêcher les informations de passer de court terme aux informations à long terme. Et la récupération, c'est le dernier processus. Donc il va constituer l'ensemble des processus qui permettent l'utilisation des traces mnésiques déjà mémorisées, soit librement, en reconnaissance ou avec indice. Et la reconnaissance permettra de nuancer entre une difficulté d'accès et la capacité d'emmagasiner en mémoire à long terme. Les informations paresthésiques sont au niveau pariétal, les informations visuelles au niveau visuel, au niveau occipital. Donc pour la compréhension, une image mentale est souvent créée, stockée pour les rappeler ultérieurement. Les images semblent être la base de toute rétention, même lorsque nous ne pouvons pas retenir le sens d'un mot. Ce qui fait qu'il faut toujours insister sur l'image plus que le son. D'ailleurs, en général, stocker une information visuelle est 2 fois plus efficace que son équivalent verbal. Par exemple, si vous parlez d'une chaise et l'image de la chaise, c'est mieux de retenir l'image que le terme chaise. Le système limbique, changement de comportement par exemple, est appris à ce niveau lors des connexions neurologiques sont modifiées dans ce système-là. Il y a aussi la mémoire motrice, donc c'est connu récemment que le cervelet il intervient aussi dans la mémoire motrice et les réflexes sont influencés par beaucoup de pratiques. Quand vous pratiquez des gestes, par exemple les footballeurs, les dessinateurs, les artistes, un chirurgien, un médecin qui fait un bon geste, ça c'est en général, ça s'entraîne au niveau du cervelet. Et le tronc cérébral également, à ce niveau-là, il y a une grande part de neurones qui créent un lien entre notre esprit et notre corps, et ces neurones en grappe constituent la base de notre conscience et orientent le système limbique avec le thalamus et l'hippocampe, ainsi que le cerveau. La mémoire à long terme, quand on l'avait dit, elle est divisée en 2 groupes. Il y a tout d'abord la mémoire déclarative ou explicite, rappel conscient, intentionnel et verbalisable,
d'expériences antérieures, de faits, d'informations, propos d'événements, de matériel préalablement appris, par exemple le nom de capital, l'histoire, le nom de tendons, de muscles, de nerfs, les symptômes neurologiques. Donc tout ça, c'est la mémoire déclarative ou explicite. Et c'est la mémoire qui a été le plus étudiée. Donc là, ça permet de stocker des souvenirs conscients et durables qui découlent des questions didactiques, d'événements du passé, récents, lointains, d'habilités, de matériel culturel, ou d'autres qui sont rattachés à des conditions d'apprentissage. Et la mémoire explicite comprend ainsi les connaissances, soit des résultats des acquisitions scolaires, professionnelles ou sociaux. La mémoire implicite et procédurale, donc c'est une mémoire qui est sollicitée dans les activités courantes. Les connaissances procédurales spécifient les structures de contrôle directement utilisables dans la réalisation de l'action. Elles renvoient aux capacités perceptivo-cognitives et perceptivo-motrices. Donc c'est plus du savoir-faire que du savoir. Elles ne sont pas ou très peu communicables, sauf si peut-être on est entraîné, comme par exemple pour un prof qui a l'habitude de décrire quelque chose de la mémoire implicite, là il va le rendre un peu plus explicite. Elle se repose sur des systèmes d'association plus ou moins complexes entre des stimuli, des comportements et des états mentaux et sont fortement automatisés. L'exemple, par exemple, comment on conduit sa moto, comment on met son foulard ou sa chemise. La mémoire procédurale, elle est inconsciente et elle peut être évoquée consciemment, référant à des habiletés motrices, perceptives ou cognitives et qu'elle est difficilement verbalisable. Pourra-t-on se rappeler de tous les souvenirs de notre vie? Par exemple, là, quels sont les âges de chaque événement de la mémoire? Là, il était suggéré que les enfants de moins de 3 ou 4 ans n'arrivent pas à se rappeler des souvenirs anciens. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène connu sous le nom d'amnésie infantile ou de l'enfance. Mais en fait, la recherche auprès du nourrisson et des jeunes enfants a clairement montré qu'il était capable de mémoriser même ses souvenirs. Et donc là, ça a été prouvé par la recherche cognitive. Donc même à des âges très très jeunes, les enfants peuvent mémoriser des souvenirs avant même l'âge de 3 ans. Et là, en fait, on a les différents apprentissages qui se font et qui prouvent que l'enfant, donc, il arrive à mémoriser, c'est-à-dire quand il naît moins de 1 an. En général, sa mémoire est, disons, vierge. Il n'y a que les éléments instinctifs comme la succion, avaler, etc. Et là, vous voyez que les enfants, entre 1 an et 1 an et demi, là, ils commencent à manger, à utiliser un crayon seul, à l'acquisition de la grimpe des marches. Parfois, il pousse, il se jette, il verse, il transverse, il acquiert la marche, il saute, il court. Donc tout ça, c'est de l'apprentissage aussi, c'est de la mémoire. Et aussi, à partir de 18 mois, donc jusqu'à 24 mois, là, il y a la période du non. Par exemple, l'enfant apprend à dire non, à s'opposer un petit peu, à s'entêter, à grimper, la danse, de tourner, de visser, dévisser, de dessiner. Après 24 mois, donc là, il y a de l'ordre, dans l'ordre, etc. Pas d'ordre, donc il commence à suivre un peu l'ordre. Après 2 ans et demi, 3 ans, donc il y a le moi qui se développe. Et donc là, en fait, c'est vraiment l'âge difficile de l'enfant. Il veut tout seul, il ne veut pas partager, parfois les bagarres avec les frères et tout. Donc après, de nouveau, à partir de 3 ans, il commence un peu à s'assouplir. Et après 3 ans, 4 ans, donc là, il y a l'imaginaire, il y a les merveilles, les cauchemars. Et après, donc, il y a le pouvoir, les règles, l'image de soi. D'accord? Donc là, il veut bien mettre ses vêtements, il commence à prendre les règles. Après, il y a la connaissance de soi, quelques difficultés de socialisation qui peuvent apparaître aussi à 4 ans et demi. Le développement de la mémoire est encore peu étudié et nécessite des méthodes différentes en fonction de l'âge. Et sachez que l'enfant dispose de capacités de mémorisation dès le premier jour, mais les caractéristiques de la mémoire ne sont pas encore celles que l'on observe plus tard. En général, avant 5 ans, vraiment c'est là où la mémoire va se développer, mais comme on l'avait dit déjà à l'âge de 1 an, 2 ans, ça démarre. Les travaux actuels ont montré que les enfants se souviennent le plus de choses qu'ils ne peuvent verbaliser, et cette verbalisation peut intervenir avec le souvenir. Capacité à se souvenir et la capacité à communiquer son souvenir. Après 5 ans, il y a la verbalisation qui
qui prend encore du temps et peut encore interférer avec le rappel. Et des études ont montré que si on laisse plus de temps, le rappel va être meilleur. Mais il faut savoir que dès les premières semaines de vie, normalement, l'enfant il a déjà une ébauche de mémorisation, c'est essentiellement le comportement d'imitation avec sa maman ou quelqu'un proche. Là, si vous reproduisez quelque chose avec votre bouche ou avec un son, ben, le nourrisson il pourra le reproduire. Et son vrai développement est entamé après la première année, comme on l'avait vu. Et au fur et à mesure que son développement se développe et avance, vers l'âge de 3-4 ans, l'enfant va développer surtout des stratégies de répétition. Par exemple, pour ne pas oublier, là, il va commencer à répéter le matériel à mémoriser pour ne pas l'oublier. Mais rapidement, il va adopter d'autres stratégies comme la catégorisation. Et entre 5 et 7 ans, les enfants reconnaissent que l'écriture des notes, tout autre indice de récupération, va les aider à mémoriser. D'ailleurs, c'est là où la scolarité doit commencer. Et les items familiers sont plus faciles à se souvenir que l'inverse, que les listes courtes sont plus faciles que les listes longues, la reconnaissance plus que le rappel libre. Par exemple, s'il il garde en mémoire mais il n'arrive pas à retrouver, si vous lui présentez, ben là il va reconnaître plus facilement que si vous lui demandez spontanément ou juste de nous dire qu'est-ce que je vous ai montré ou quelle est la couleur que je vous ai montré tout à l'heure. Et aussi que les oublis soient plus fréquents à mesure que le temps passe. Pour ce qui est de la mémoire prospective, déjà c'est quoi la mémoire prospective? C'est les intentions futures, c'est-à-dire comment on planifie quelque chose dans le futur et comment la fixer. Et cette mémoire prospective, elle comporte 4 phases. Tout d'abord la formation de l'information à mémoriser dans le futur, la rétention, l'initiation et l'exécution de l'intention. Et plus l'enfant est jeune, moins la mémoire prospective est élaborée. Et même les aides externes ne sont pas perçues comme avantageuses pour les enfants de 5 à 7 ans. Donc c'est en fait à partir de ces âges-là que la mémoire prospective, et entre 6 et 11 ans, les enfants progressent de la forme simple de répétition à une forme plus complexe. Et là, ils vont développer des stratégies de mémorisation. Et ça va les aider dans leur scolarisation. Quant à la catégorisation va nécessiter une maturation d'une bonne mémoire de travail. Et ça démarre en général environ 7 ans, où les enfants peuvent catégoriser après facilitation en leur montrant des items à mémoriser. Là, ils essaient un petit peu de classer par groupe, par famille, dans le cadre de leur jeu. Ils vont aussi classer tout ce qui est, par exemple pour un garçon, les motos, les camions, etc., avec tout ce qui est puzzle, avec tout ce qui est Lego, par exemple. Et en bas de 9-10 ans, l'enfant n'adopte pas spontanément de stratégie catégorielle. Les enfants de 10 ans et plus vont bénéficier même d'une métamémoire. Donc la métamémoire, c'est l'ensemble des connaissances sur la mémoire en général et sa mémoire en particulier. Donc c'est comme l'enfant qui avait un peu voir de l'extérieur sa mémoire. C'est ça la métamémoire. Donc en fait là, c'est juste un schéma qui montre en cas de bon ou de mauvais fonctionnement de la mémoire selon les âges. Et là, par exemple, chez les très jeunes enfants, au niveau de l'école maternelle, là, en fait, quand la mémoire fonctionne bien, là, l'apprentissage de l'alphabet va se produire, une compréhension des courtes instructions, une réalisation d'activités telles que les puzzles. Sinon, il va y avoir une difficulté ou un refus d'apprendre les chiffres et les lettres. L'enfant, le très jeune enfant, va difficilement se concentrer assez longtemps pour comprendre et suivre les instructions, ou bien il va passer rapidement d'une activité à une autre. Pour l'école élémentaire, par exemple à 6 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, en général, il y a une compréhension en lecture, une compréhension orale, le calcul mental qui vont se développer. Sinon, là, il va y avoir des difficultés, l'enfant ne va pas comprendre ou ne va pas retenir ce qu'il lit, des difficultés dans la mémorisation des faits mathématiques, difficultés à participer à des activités de groupe, par exemple à attendre son tour. Et bien sûr pour les collégiens, à partir de 11 ans, 12 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans et plus, la capacité d'être autonome pour faire ses devoirs. Sinon, il va avoir mal à commencer à terminer ses devoirs et les enfants vont avoir de grosses difficultés avec ces adolescents. La planification des activités
ou bien la résolution des problèmes mathématiques nécessitant plusieurs étapes. Et sinon, donc, il y aura une difficulté à résoudre les problèmes ou bien procéder étape par étape. Dans le lycée, il y aura la rédaction, la compréhension des situations sociales qui vont se développer. Sinon, il va avoir difficulté à commencer à terminer ses devoirs, difficulté à résoudre les problèmes en procédant étape par étape. Et à l'université, là, il y aura une planification plus élaborée de son travail, au niveau des examens, le fait de suivre des conversations, des contenus complexes lors des cours par exemple. Sinon, il y aura une rédaction trop courte, peu soignée ou désorganisée. Il va interrompre les autres, perçu comme quelqu'un qui parle trop ou quelqu'un qui n'écoute pas les autres. Et pour les adultes, là, il y aura la capacité à être ponctuel, à respecter des délais impartis, la hiérarchisation des activités multiples. Sinon, là, l'enfant, plutôt l'adulte, va être en retard, va sous-estimer le temps nécessaire pour rendre un rapport, perd souvent son sang-froid. Et pour les seniors, il y aura une participation à des discussions de groupe, le fait d'organiser un programme, d'organisation dans la gestion administrative du foyer. Sinon, il y aura des troubles mnésiques, distractibilité, il va égarer souvent des choses. Les lunettes, le téléphone, a du mal à se souvenir comment marche son téléphone, touche, troubles mnésiques, etc. Ça, par exemple, c'est le cas des malades Alzheimer, ou parfois des gens limites, c'est-à-dire c'est des sujets qui ont des troubles, mais ce n'est pas au niveau de la maladie d'Alzheimer, mais c'est juste des perturbations modérées. L'élaboration telle que l'imagerie mentale est une autre stratégie d'apprentissage, et l'élaboration est particulièrement utile lorsque la tâche de mémorisation est associée à 2 stimuli ou plus. Cette stratégie est la dernière à se développer, elle apparaît après celle de la répétition et catégorisation, et ce rarement après. Et donc il faut aussi retenir que la mémoire se renforce à chaque fois qu'elle est utilisée. Et d'ailleurs on dit que la fonction crée l'organe. Plus vous développez la fonction mnésique, plus que l'organe mémoire. Les altérations de la mémoire, là, pour améliorer déjà la fonction cognitive, l'efficacité du cerveau grâce à des changements de style de vie, il faut bien sûr une intégration d'exercices de mémoire, une alimentation saine, d'une bonne condition physique. Ça favorise la circulation de sang. Il faut être sociable, réduire le stress, réduire la dépression et l'instabilité émotionnelle, garder le temps de sommeil régulier, ça c'est très important, nos étudiants. Ça c'est une étude qui a démontré ça. Des facteurs qui altèrent plus la concentration sont pris pour troubles de mémoire, par exemple le stress, les gens qui sont stressés, qui ont trop de travail ou désorganisés, là ça pourrait être générateur d'échecs, alors que si on prend dossier par dossier et on règle problème par problème, en général ça va être efficace et ça va même nous encourager à continuer même plusieurs heures pour boucler tout le travail. Le manque de sommeil, les gens qui ne dorment pas assez en général, ils vont avoir des troubles d'attention, de concentration, et même en prenant des excitants, ça ne va pas marcher. Donc il faut plutôt bien dormir pour stimuler sa mémoire, ou bien la prise de médicaments sédatifs. Donc les gens qui prennent ces médicaments, ils ont aussi une sédation avec une baisse de la fonction. Donc c'est le tableau qu'on a déjà vu. Les troubles de mémoire, donc tout d'abord les oublis, les amnésies antérogrades et rétrogrades. L'oubli, il est de nature épisodique davantage que sémantique. L'oubli ne manifeste pas la disparition de l'information, mais parfois son inaccessibilité momentanée. Et là, la cause peut être un encodage insuffisant, un manque de relation avec les acquis sémantiques, une réorganisation du matériel appris. Donc, ou bien ça peut être un problème d'interférence ou d'indice de récupération inappropriée. Et ça, la personne va dire qu'elle a oublié, alors qu'en fait, c'est l'une de ces différentes tâches qui n'a pas bien eu lieu, rend l'information difficile à faire évoquer ou remémorer. L'oubli est non seulement nécessaire, mais souvent bénéfique. Imaginez la tonne d'informations qu'on reçoit par jour, avec surtout la mémoire de travail. Si on n'oublie pas de temps à autre, là on va avoir énormément d'informations, parfois inutiles, qui vont passer par notre cerveau. Donc ce qui fait, c'est l'oubli permet de nous débarrasser de l'énorme quantité d'informations que nous traitons tous les jours et qui est sans utilité dans l'avenir. Il y a des choses qui ne servent que pendant ce moment-là. Donc l'oubli, c'est le déclin de la trace mnésique et les informations s'effacent progressivement. Les causes de l'oubli, soit des causes non pathologiques ou pathologiques, ou ça peut être des transformations, la trace mnésique est constamment. Et donc bien sûr, quand il y a un stimulus, la première des choses, là vous le captez dans vos organes de sens, c'est la mémoire sensorielle. Bien sûr, là, il y a une quantité qui va s'oublier.
Ben, si vous faites attention avec cette information-là, parce que quand on marche dans la rue, on voit énormément d'informations, mais il y a peu qui captent notre attention. Une fois ça capte notre attention, donc là, ça va être réutilisé pour passer en mémoire à court terme. Par exemple, vous traversez la route, il y a un bus qui arrive, ben là, c'est important de capter ça, parce que sinon, le bus va vous écraser. Et là, une fois que vous captez l'information, ça passe en mémoire à court terme. Là, vous prenez une décision, par exemple, c'est de traverser rapidement pour éviter le danger. Et là aussi, il y a des informations qui vont être oubliées à partir de ce moment-là. Et après, une fois que vous encodez, vous consolidez l'information, là, il va passer en mémoire à long terme pour être réutilisé après. Et là aussi, si vous ne remodelez pas votre mémoire à long terme, il y a aussi de l'oubli. Par exemple, c'est là quand vous préparez pour vos examens, ou un médecin, il lit ses notes, etc. Il risque aussi d'oublier s'il ne reprend pas ses questions et ses cours. Pour ce qui est des amnésies, donc là on distingue les amnésies antérogrades et les amnésies rétrogrades. L'amnésie antérograde ou de fixation et rétrograde ou d'évocation réfère à l'incapacité de se souvenir ou de reconnaître de nouvelles informations, par exemple antérograde, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, ou des informations anciennes à partir de ce moment-là pour les rétrogrades. Et là vous avez une schématisation, par exemple imaginez quelqu'un qui a eu un problème le 17 avril, par exemple, de cette année. D'accord? Donc là, en général, tout ce qui est amnésie rétrograde, c'est tout ce qui touche les informations stockées avant cette date-là. Donc c'est ça l'amnésie rétrograde. Donc tout va être effacé, et ça c'est vraiment très grave, mais heureusement qu'on peut recharger la mémoire de nouveau. L'amnésie antérograde, c'est tout ce qui va commencer à partir de cette date-là. Par exemple, dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Ici, ça peut être des tumeurs, des infections du système nerveux. Maladie d'Alzheimer, c'est les patients qui gardent quelques souvenirs anciens, mais à partir du début de la maladie, là, ils ne vont plus stocker. Et la somme des deux, c'est l'amnésie globale. Il y a un troisième type qui est l'ictus amnésique, donc c'est le fait la mémoire qui s'efface pendant un laps de temps limité dans le temps. Ça peut être de quelques heures à quelques jours. Et ça, c'est par exemple dans le contexte de problèmes vasculaires du cerveau. Quelqu'un qui est diabétique, hypertendu, il peut avoir des petites ischémies cérébrales qui peuvent donner des ictus amnésiques. Donc le malade, il passe une fête par exemple, et là, il va oublier tout ce qui s'est passé au cours de cette fête-là. Et après, de nouveau, il va retrouver les anciens souvenirs, c'est-à-dire ceux qui sont passés avant, ici, mais il est capable de stocker les nouvelles informations. Donc quelles sont les affections qui altèrent la mémoire? Tout d'abord, il y a les traumatismes crânio-cérébraux. Ils sont très très fréquents, c'est la principale cause d'altération de la mémoire. Donc là, ça va ralentir le traitement de l'information, restreindre sévèrement l'autonomie et la réintégration familiale, sociale et scolaire d'un enfant. Et le pourcentage des traumatismes crânio-cérébraux, même légers, donc comporte une grosse altération de la mémoire et même du niveau d'attention, de motivation et des capacités de résolution. Il y a d'autres causes, c'est par exemple les encéphalites, inflammation du cerveau d'origine infectieuse comme l'encéphalite virale, herpétique notamment, le chef de file, des tumeurs encéphaliques, surtout temporales, l'alcoolisme, le cannabisme, la neurosyphilis ou certaines maladies dégénératives comme l'Alzheimer. En conclusion, sachez que la psychologie de la mémoire est très importante à connaître, non seulement par les praticiens, mais par toute personne qui s'en sert, les étudiants, bien sûr, tous les personnels, tout être humain. Ces troubles sont très fréquents et se voient dans beaucoup de maladies, notamment les traumatismes crânio-cérébraux. 30 à 50% des traumatismes crâniens sévères comportent des troubles de mémoire. Plus d'1 an après le traumatisme, et lors de traumatismes plus légers, les dysfonctions mnésiques sont caractérisées par une limitation temporelle. Et enfin, des conseils pratiques pour une bonne fonction mnésique. Donc d'abord, il faut être vigilant, il faut avoir bien dormi, il faut être attentif, se concentrer, ne pas être dispersé par exemple, en train de faire 5 tâches à la fois. Il faut savoir qu'il faut bien dormir la veille et dans toute sa vie. Un bon sommeil stimule la mémoire de 20%. Avoir une coloration affective de l'information, toujours. Donc là, il faut essayer de donner de l'imagerie mentale à votre information afin de mieux la fixer. Combiner différents modes de représentation pour la même information qui peut être visuelle, verbale, tactile ou olfactif. Avec le temps, les traces se dégradent et se fragmentent, donc il faut consolider, réorganiser, stabilité de l'information retenue, donc répéter pour mieux mémoriser et relire, revoir ces questions et ces bouquins et ces ouvrages
La stratégie qui consiste à comprendre le sens et à le relier à ce qui est déjà connu est beaucoup plus efficace que le simple rebâchage d'informations. Et la quantité de choses apprises est proportionnelle au temps qui est consacré. Et sachez que plus il y a d'associations reliées aux éléments nouveaux à ce qui est déjà connu, meilleur est l'apprentissage.